La peur, c'est un carburant extraordinaire. J'ai compris que je ne pouvais pas avoir la main sur la tempête qui arrivait ou sur le danger qui me guettait entre deux eaux devant mon étrave. Il fallait que j'arrête d'avoir peur de ça, ça ne servait à rien. En revanche, avoir la peur pour me préparer physiquement, bien préparer mon bateau à la tempête, récupérer, faire les bons gestes au bon moment, ça c'était hyper performant. Vous écoutez Honest. Honest, c'est une série d'entretiens avec des hommes et des femmes qui ont choisi de donner du sens à leurs actions. Qu'ils soient explorateurs, navigateurs ou entrepreneurs, ils se sont donné une mission, celle d'être utiles aux autres. Avec eux, nous allons voyager de la côte est du Groenland jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Nous parlerons bien sûr de leurs projets et de leur quotidien, mais aussi de leur parcours et de ce qui les anime. Bonne écoute. Ce podcast vous est proposé par Ast. Le premier invité de ce podcast est un navigateur qui s'est un jour retrouvé sur la ligne de départ du Vendée Globe sans avoir jamais navigué en solitaire. Pendant la course, il en a bavé, il a pleuré, mais il a aussi savouré. Et grâce à ses caméras embarquées, il en a tiré un film sorti au cinéma en 2018. Relever ce défi n'avait pour lui rien de gratuit. Cet ovni de la course n'avait qu'un seul but, faire entendre sa voix et connaître son combat. Car depuis des années, ce marin milite pour une meilleure acceptation de la différence. Il s'appelle Éric Bellion et pour lui, la solution est dans l'action. Alors pour montrer l'exemple, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller affronter l'enfer des mers du Sud. Bonjour Éric. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Très heureux d'être là. On est ravis de t'avoir dans ce podcast. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de retrouver un vieux pote. Alors qu'on ne se connaît pas, on vient de se rencontrer. Mais j'ai vu ton documentaire Comme un seul homme, dans lequel tu te filmes pendant 99 jours, pendant que tu fais le Vendée Globe. On ne voit que toi à l'image. On te voit passer par un tas d'émotions diverses. Et en plus, la chose à savoir, c'est que tu as fait cette course complètement folle, sans avoir jamais navigué en solitaire. Moi, la question que je me suis posée pendant la première moitié du film, et voire même pendant tout le film, c'est pourquoi tu as fait ça et pourquoi le Vendée Globe surtout? Ça fait vingtaine d'années que je me bats pour prouver par l'exemple que la diversité est une richesse. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. C'est qu'il y a une raison, c'est que la diversité, c'est pas une richesse comme ça. La diversité, c'est surtout des emmerdes. Et donc, c'est ce qu'on en fait qui en devient une richesse. Et donc, pendant, on va dire 15 ans, j'ai créé des aventures, des équipages, toujours des aventures maritimes, des équipages d'hommes et de femmes, tous différents, pour essayer de trouver une méthode pour tirer de la différence de la performance. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé pas bloqué dans l'expérimentation, parce que l'expérimentation marchait, mais je me trouvais bloqué dans la communication de ce qu'on avait appris. Parce qu'on m'a mis dans une case. Moi, je déteste les cases. Tout mon combat, c'est de lutter contre les cases. On m'a mis dans une case d'espèce de capitaine au grand cœur, capitaine de la diversité. Alors moi, je suis pas ça. Moi, je suis à la recherche des sources de l'innovation, des sources de la performance, des sources du bonheur collectif et personnel. C'est ça ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai dû prendre tout ce petit monde à l'envers. Et mon truc pour aller prendre tout le monde à l'envers, c'était de faire la plus grande compétition en solitaire qui soit pour raconter quelque chose d'autrement collectif. Donc, je suis allé faire le Vendée Globe comme ça, pour ça, un peu par défaut. Même si, je dois l'avouer, c'était un rêve que je ne m'autorisais pas parce que je ne me sentais pas capable. Je pensais que c'était pour des surhommes et des surfemmes. À un moment donné, toutes les planètes se sont alignées et je suis allé faire le Vendée Globe. En faisant le Vendée Globe, tu avais envie quoi? De montrer que même si tu étais un peu l'ovni de la course, tu étais différent des autres compétiteurs, et ben tu pouvais finalement, en étant différent, on pouvait se transcender et réussir des choses incroyables comme finir le Vendée Globe et finir en plus à une bonne place. Il n'y a pas de recette. Dans toute chose, il n'y a pas de recette, que ce soit dans le Vendée Globe ou autre. Là, on a vu le dernier Vendée Globe, celui qui l'a gagné, c'est pas forcément quelqu'un qui, sur le papier, pouvait le gagner, Yannick Bestaven. Et donc, oui, moi, j'assumais complètement ma différence. Alors, bien sûr, j'aurais aimé être mieux, plus musclé, plus expert dans mon domaine. Dans la vie, on voudrait toujours être un peu quelqu'un d'autre. Mais le tournant de la course, le moment où vraiment j'ai révélé tout mon potentiel, c'est quand j'ai accepté qui j'étais et que j'ai accepté toutes les différences qui étaient en moi et qui étaient en fait des ressources insoupçonnées. Et en fait, j'étais pris moi-même à revers. Je voulais prendre les autres à revers, mais je me suis pris moi-même à revers
Parce que j'ai utilisé tous les principes d'action que j'utilisais en groupe, je me les suis appliqués. J'ai trouvé mes ressources. Donc oui, c'est sûr qu'il faut commencer par assumer qui on est. Et moi, il m'a fallu faire un Vendée Globe pour ça. Et alors, je sais que t'aimes pas qu'on te mette dans une case, mais comment est-ce que tu te définis, toi ? Est-ce que maintenant que tu as fait le Vendée Globe, tu peux être un navigateur ? Est-ce que tu es un marin ? Est-ce que tu es un aventurier ? T'es quoi exactement ? C'est drôle que tu poses cette question-là, parce que oui, je me définis comme navigateur. Et avant, j'avais un peu de mal pour le dire. Et c'est vrai qu'il a fallu que je fasse le Vendée Globe peut-être pour me le Là, dire, je pense que tu me le l'as dire gagné, à moi-même. là. Ouais. Et donc aujourd'hui, je dis que je suis un navigateur. Mais je suis plein d'autres choses aussi. Tu vois. Je suis réalisateur de cinéma, même si j'ai fait qu'un film. J'écris des livres. Avec Marie Latenzio, on organise des aventures. Je fais des conférences. Enfin, je fais plein de choses. Et alors, juste pour revenir justement à ce combat pour une meilleure intégration de la différence, il vient d'où ? Parce que j'ai vu que tu avais fait une école de commerce, tu as un parcours assez classique. Tu aurais pu trouver un job dans des bureaux, certes, enfin, j'ai rien contre ça, mais avoir une vie plus classique, quoi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir et de faire des aventures maritimes et de te lancer dans ce combat pour la différence, enfin pour une meilleure intégration de la différence, en tout cas ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y avait quelque chose de très profond en moi que je ne connaissais pas quand je me suis lancé dans cette aventure. Quelque chose qui relève de la blessure intime. Moi, j'ai mon père qui est bègue. Et petit garçon, j'ai été très marqué par la cruauté des gens par rapport à ce handicap. Donc ça a été un moteur. Je me suis aperçu de ça il y a peu de temps. Et ça a été un moteur intime très profond. Et je crois que la deuxième chose, c'est les rencontres. Sans les rencontres de deux copains en école de commerce avec qui je suis parti faire le tour du monde, sans les rencontres avec tous les personnes avec qui j'ai monté les 6 aventures qu'on a fait en 20 ans, sans la rencontre, par exemple, de Gonzague de Blinière, qui est le mécène chez qui on est aujourd'hui pour ce podcast, rien ne serait arrivé. Donc c'est les deux. Il y a un moteur intime très profond, et puis les gens que j'ai rencontrés. Comme quoi, il faut aller rencontrer des gens. Pour parler de la course en elle-même, on sent que tout au long de la course, la fatigue, le stress, la peur, ça ne te quitte pas. Comment tu as fait pour surmonter et pour finir cette course Comment tu as fait pour aller jusqu'au bout ? Comment tu as trouvé les ressources, justement, pour tenir le coup ? Déjà, on était 2 pendant la course. Mais si c'est une course en solitaire, moi, je l'ai fait avec mon bateau, et mon bateau est une personne. Donc, on l'a fait à 2. Et j'ai puisé beaucoup de ressources dans mon bateau. Et mon bateau aussi, il y a plein de fois où c'était lui qui m'emmenait, pas l'inverse. J'ai puisé aussi dans l'océan. Vous allez me prendre pour un fou, mais l'océan, pour moi aussi, est une entité vivante, mais complète. Et donc, je m'adresse à l'océan. Je pense que ces ressources-là, en fait, elles étaient en moi. Et au début, j'ai failli abandonner parce que j'étais beaucoup dans la comparaison. J'étais dans des vieilles recettes qu'on m'avait apprises ou qu'on m'avait dit. Et au moment où j'ai plongé dans les mers du Sud, où j'ai décidé d'aller au-delà de ma peur, à ce moment-là, j'ai commencé à me laver de ça et commencé à faire ma course avec Eric, un Eric fragile sur un bateau qui le dépasse, mais j'ai assumé ça. J'ai commencé vraiment à prendre mon pas. Et c'est là, bizarrement, où j'ai commencé à accélérer et à me sentir bien. Et c'est vraiment quand j'ai accepté d'être moi-même. On revient à la première question. Et à ce moment-là, évidemment, il y a toujours eu des hauts et des bas très puissants, parce que sur le Vendée Globe, on craint toujours la tempête qui arrive. Moi, je craignais la tempête qui arrivait 2-3 jours plus tard. Je pensais qu'à ça. Mais j'ai réussi à lisser ça. Et globalement, j'ai réussi à changer mon rapport à la peur. J'avais un rapport à la peur, et notamment avec la mer. J'ai toujours eu ce rapport de peur et ce rapport de combat. Où pour devenir un homme, il fallait que je combatte la peur. Et pour moi, la peur, on l'a trouvée surtout en mer. Je respectais beaucoup les marins. Je viens d'un milieu où on aime beaucoup les marins. Et donc, c'est vrai, en mer, j'affrontais cette peur. Et sur le Vendée Globe, j'ai découvert que ça servait à rien de l'affronter. Il fallait l'accepter, en fait. Oui, même plus que l'accepter, il fallait l'apprivoiser. La peur, c'est un carburant extraordinaire. Quand on arrive à mettre l'énergie dans les choses sur lesquelles on a la main et pas sur le reste, c'est-à-dire, moi, j'ai compris que je ne pouvais pas avoir la main sur la tempête qui arrivait ou sur le danger qui me guettait entre deux eaux devant mon étrave. Donc ça, il fallait que j'arrête d'avoir peur de ça. Ça ne servait à rien. En revanche, avoir la peur pour me préparer physiquement, bien préparer mon bateau à la tempête, récupérer,
faire les bons gestes au bon moment, ça, c'était hyper performant. J'ai réussi à faire ce tri-là pendant le Vendée Globe. Et c'est un truc que j'essaie de garder le plus possible depuis, et c'est pas facile. Ouais, c'est une leçon à appliquer pendant toute ta vie maintenant. Enfin, ouais, je me le suis tatoué sur le bras. J'ai fait un gros tatouage aux Marquises pour me rappeler exactement ça. Et j'espère ne pas l'oublier. Et qu'est-ce qui a été le plus effrayant finalement ? On parle de peur. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où, même s'il fallait l'accepter, cette peur, il fallait l'apprivoiser, est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où vraiment terrifiant où tu t'es dit, là, je suis à deux doigts d'arrêter ? Alors, oui, 100 fois, je me suis dit que j'allais arrêter. Puis, quelques minutes plus tard, je me suis dit, bah non, je continue. Il y a eu des moments terrifiants, là. Je me souviens de la tempête extraordinaire que j'ai eue au large du Portugal, où j'ai eu des vents à plus de 80 nœuds, où le bateau a fait plusieurs figures acrobatiques. Je me suis retrouvé quasiment dans l'eau. Enfin, c'était terrible, mais c'était pas le plus difficile. Parce que là, on est dans l'action, dans l'instinct. Le pire pour moi, ça a été vraiment le début de la course. J'affrontais 4 peurs en même temps. J'avais peur du ridicule. Donc peur qu'on me regarde. On était 29 concurrents, j'étais 27e au début. J'avais peur de l'océan, savoir quel mauvais coup il allait me préparer. J'avais peur de mon bateau, même chose, quel mauvais coup il allait me garder. Et puis j'avais peur d'être dépassé au moment où vraiment ça allait être critique. Et ça, j'en dormais plus, je pleurais tout le temps. Enfin, c'était très très dur à porter. Et surtout me dire, t'es allé trop haut, t'as poussé le curseur trop haut. Et depuis 20 ans, je pousse à chaque fois le curseur de plus en plus haut. Et là, je me dis, ça y est, c'est de là, c'est trop. Et ça a été vraiment le plus difficile. J'étais vraiment désespéré. Et comment ça s'est fait la bascule, justement, pour que tu puisses... On le voit d'ailleurs dans le film, que tout d'un coup, tu changes d'état d'esprit. Et au départ, tu pleures de stress, d'énervement, de fatigue. Et puis après, c'est un autre état d'esprit dans lequel t'es. On te sent limite euphorique, en fait. Il y a eu plusieurs stades. C'est ce que j'ai voulu documenter dans le film. Si je résume le truc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant « Eric, t'es capable. T'as oublié parce que t'as peur, mais t'es capable. » Mais ça me faisait une belle jambe parce que j'avais quand même peur dans mon bateau tout seul, qui est très anxiogène. Hein, ces bateaux-là, ils sont extrêmement anxiogènes. Et en fait, quelque part, le truc qui a changé, c'est que mon médecin m'a écrit, médecin qui me suit, Jean-Marc Legac. Et Jean-Marc m'a dit « Bah ouais, abandonne. » T'es sûr ? Et il m'a dit, bah ouais, c'était la seule personne qui me disait ça. Il m'a dit, abandonne, t'as déjà fait un truc génial. Donc, c'est pas grave, tu peux abandonner, t'as le droit. Et à partir de ce moment-là, je me suis autorisé à penser à l'abandon et à imaginer ce que ça voulait dire. Donc, ça voulait dire amener mon bateau en Afrique du Sud, le ramener ensuite par la mer pendant 1 mois en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai imaginé toute ma vie, tous les jours, me lever, me regarder dans la glace après la douche et me dire, mais quel con! Pourquoi t'es pas allé voir ? Pourquoi t'as pas juste essayé ? Et à ce moment-là, je me suis vraiment senti coincé dans mon bateau. En disant, Eric, si tu vas pas, si tu refuses l'obstacle, toute ta vie est gâchée. Ta vie d'homme est gâchée. Donc en fait, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, t'as pas le choix. T'es obligé d'y aller. Sinon, c'est foiré, mais pas juste là, toute ta vie. Et donc, voilà, c'est ce qui a déclenché le truc où je suis allé voir. Forcément, le fait d'aller voir, j'ai découvert que j'en étais capable, que mon bateau en était capable. Et on a commencé à accélérer et c'était fabuleux. Et puis j'ai cassé mon safran. Voilà. Et juste pour faire une petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, tu dis mon bateau est une personne. Alors en effet, la plupart des gens vont te prendre pour un fou. Quand on a vu le documentaire, on comprend le rapport, cette relation étrange qui te lie à ton bateau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que tu dis même on. Ouais, ouais. Puis à un moment, c'est vrai que ça relève un peu de la folie parce que c'est vrai qu'on a un langage, on se parle. Et lui, il me parle, il a un vrai langage, des mots, quoi. C'est assez troublant. Alors, non, parce que j'ai fait naviguer quasiment 300 ou 400 personnes après le Vendée Globe et je leur racontais ça. Il n'y a personne qui m'a dit « t'es complètement zinzin ». Donc, je pense que la plupart des gens me comprennent. Je pense que c'est la même chose avec les musiciens et leurs instruments. Ou quand vous avez une vieille voiture ou une vieille moto ou même la maison. Moi, je parle à ma maison, je lui dis bonjour le matin. Et là, avec les bateaux, il y a plusieurs choses. Déjà, un bateau, ça a été construit, préparé pendant des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'heures par des centaines de personnes différentes. Donc déjà, il y a de l'âme humaine qui est là. Ça vibre de gens qui sont des passionnés. Donc
Le bateau en lui-même, c'est une œuvre d'art faite par des centaines de passionnés. Et la deuxième chose, c'est que c'est un instrument avec lequel on va dans un élément hyper hostile, qu'est l'océan, dans lequel on n'a pas notre place. Et c'est l'instrument qui nous donne à la fois à manger, à boire, qui nous transporte, qui nous protège. Moi, j'ai le sentiment de naviguer sur un cétacé, être un peu Jonas dans sa baleine, même si c'est une baleine qui va très très vite. Forcément, ça devient une personne. Et c'est vrai que quand on lui parle bien, quand moi je m'occupais bien de mon bateau, il me le rendait, forcément, il se crée quelque chose. Et puis, pour finir, on est seul au monde. On est comme dans un monde post-apocalyptique. Il n'y a plus que nous. Donc, forcément, moi, je suis devenu complètement anémiste. Chaque partie du bateau avait ses noms. Tout ce qui me donnait, par exemple, de l'électricité, dont je dépendais complètement, parce que j'étais tellement vulnérable, je l'embrassais, je les félicitais. J'avais toute ma petite tribu avec moi. Et ça, cet état d'esprit, tu l'as gardé en rentrant sur Terre ou est-ce qu'il y a un peu des restes de ça ou est-ce que c'est juste à un moment T, justement Non, je suis comme ça. Je suis comme ça. J'utilise surtout ça en mer parce que voilà, la mer, c'est mon élément. Mais c'est vrai qu'à terre, ça m'arrive aussi. Je prête vie à pas mal de choses. Mais ça m'a beaucoup aidé sur le Vendée. J'imagine. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, comme dans toutes épreuves comme ça, que, à mon avis, beaucoup de sportifs ont connu aussi, tu t'es dit, tiens, je suis un peu en train de vriller, on n'est pas loin de la folie. Tu parlais de la folie tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, il y a peut-être un truc, faut que je fasse gaffe ou au contraire, il faut que je l'accepte aussi? Non, c'est en regardant les rushs où je me suis dit, pop, 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 pop. Dans le film, il y a un moment où j'explique très sérieusement que mon bateau prévient les oiseaux et les oiseaux préviennent les baleines pour qu'elles s'écartent. Et quand je le dis, je suis persuadé de ce que je dis, évidemment. Et là, évidemment, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Mais non, sur le coup, non. Ça faisait 2 mois que j'étais tout seul au milieu de l'océan. Et c'est vrai que moi, j'ai une sorte d'éveil un peu mystique. J'avais l'impression que j'étais parfaitement à ma place et que je faisais partie du grand tout. Donc j'ai eu un éveil assez mystique pendant la course qui m'a donné beaucoup d'énergie. Donc non, je ne me suis pas remis en question à ce moment-là. Et alors finalement, tu as terminé premier des débutants, 9e au classement général, si je ne me trompe pas. Tu t'attendais à un tel résultat? Ça, c'est ma première question. Et le deuxième, je trouve qu'il y a une petite frustration dans le documentaire. On ne voit pas suffisamment la fin, ton arrivée. On aimerait bien te suivre encore, savoir comment tu as vécu le retour sur Terre après une expérience comme celle-ci. Et voilà, comment s'est passé l'après-Vendée Globe? Écoute, jamais j'aurais pu imaginer faire ce résultat-là. Mes 14 mécènes, je leur avais dit, on va au Vendée Globe, je vous promets d'être sur le départ. Mais après, j'ai jamais fait. Le Vendée Globe, faut voir, c'était ma 3e sortie en solitaire de ma vie. J'étais sorti 2 fois 6 jours auparavant. Et là, je partais pour 100 jours. Je ne savais pas ce dont j'étais capable. Je ne savais pas, je l'ai découvert en mer. Sur la suite, c'est tant mieux que ça soit frustrant de se dire on aimerait bien le suivre un peu plus. Ça veut dire que le film est réussi, c'est chouette. Le retour à terre a été difficile. Ça a été très joyeux, évidemment, parce que j'ai retrouvé tous les gens que j'aime. J'ai accompli quelque chose que je pensais impossible. Donc, je suis rentré dans un club d'hommes et de femmes que j'estime au plus haut point. Et en même temps, cette arrivée, elle a brisé un état de grâce que j'avais conquis de haute lutte. Donc ça a été extrêmement violent. Et puis abandonner le bateau, voilà, ça a été violent. Et puis c'est surtout, ça se fait en un claquement de doigts. Je passe d'un état de grâce, d'une harmonie chèrement acquise, bam, T'aurais la aimé réalité. Que ce soit plus lent, en fait. Ouais, j'aurais aimé conserver cette harmonie-là. Mais elle est brisée très vite parce qu'il y a plein de gens, parce qu'il y a le téléphone portable, parce qu'il y a l'ordinateur, parce que il y a l'URSSAF. Oui, tout d'un coup, tu es rappelé à la réalité de ta vie quotidienne. Quoi. Voilà. Et globalement, j'ai mis 3-4 ans à m'en sortir. Oui, c'était ma prochaine question. Ah oui, quand même. Ouais. Au-delà de la fatigue morale, de toutes mes aventures, puis particulièrement des 4 ans de préparation du Vendée Globe qui ont été une aventure quotidienne, un saut dans le vide quotidien, donc usant. J'ai été très longtemps happé par le Vendée Globe et en train de lutter avec une contradiction qui est la mienne, c'est que je pousse les gens à faire des choses différentes avec des gens différents
Et donc, je m'interdisais d'aller faire le Vendée Globe, de retourner faire le Vendée Globe, mais je ne pensais qu'à ça. Je luttais contre ça. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour me sortir de cette aventure qui a été, pour moi, absolument extraordinaire. Vraiment très forte. Et par rapport aux retombées que tu en attendais, justement, par rapport aussi à la visibilité que tu voulais donner à ton combat en faisant le Vendée Globe, est-ce que, et en tout cas à tes idées, est-ce que ça, t'es content? Est-ce que, voilà, quel a été un peu l'impact de ce... La retombée, elle a été exceptionnelle. C'est pour ça que j'invite tous celles et ceux qui nous entendent, si vous avez un combat, trouvez un moyen de l'expliciter, parce que ça a été exceptionnel. En 3 mois de Vendée Globe, j'ai touché 1000 fois plus de gens que ce que j'ai fait par le passé. Donc il y avait cette légitimité, cette méthode acquise en 15 ans d'aventure, mais le fait d'aller oser faire quelque chose de différent et de le raconter d'une façon différente, de prendre les gens à revers, ça a été exceptionnel. Pour tout vous dire, on a fini le 2e bateau le plus cité dans les médias de la course. Et donc coincé entre le premier, le vainqueur, Armel Lecléache, qui était sponsorisé par la Banque Populaire, et le 3e, qui est Alex Thompson, avec Hugo Boss. Donc, 2 machines de marketing extraordinaires. Et nous, juste petits comme un seul homme, on a réussi à se glisser entre les deux parce qu'on avait une histoire originale, sincère, remplie d'émotions à raconter. Et donc, on a touché énormément de gens. Aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire que quand j'allais intervenir dans des entreprises avant, j'étais cantonné à la semaine du handicap ou le petit déjeuner équité homme-femme, le goûter rôle des seniors, etc., qui sont des moments très importants, mais qui n'intéressent que les convaincus. Et là, maintenant, tout a changé. C'est-à-dire que quand j'interviens, c'est dans les moments clés des entreprises. Et donc, je peux délivrer mes messages avec un impact bien plus élevé. Par exemple, aujourd'hui, on t'invite dans quel cadre exactement ? On m'invite à la rentrée des entreprises, on m'invite quand les patrons s'adressent, ont un message fort, ou quand il y a un gros sujet de transformation, ou dans les moments clés de la boîte, ou les vœux, enfin voilà. Et c'est ça qu'on a réussi notre histoire avec tout le groupe. J'étais pas seul, encore un seul homme. C'est que on a réussi à faire comprendre que la diversité humaine, c'est pas un sujet bullshit à remplir sur le rapport annuel. Réussir des choses qu'on peut pas imaginer et être heureux, c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents. C'est la première étape, c'est le premier pas qu'on doit faire. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui le comprennent. Et nous, on veut encore porter ce message-là. Parce que pour toi, du coup, la différence, tu as dit, je crois, qu'elle était source d'innovation à tes yeux. C'est ça, en fait parce que tu as un côté très cash pour parler de la différence et je trouve que ça dénote par rapport à ce qu'on entend d'habitude et c'est assez salvateur. Tu dis qu'en effet, quand on parle de différence avec civisme, c'est chiant, c'est ce que tu dis. Quand on en parle en disant la différence, c'est une richesse, c'est un peu du bullshit, comme tu viens de le dire. Non, c'est pas vrai, oui. Est-ce que c'est quoi le bon ton déjà pour parler de différence et la différence, qu'est-ce qu'elle apporte en fait du coup ? Mais le bon ton, c'est l'action. Parce que la plupart des gens que j'entends qui disent que la diversité est une richesse, on voit bien qu'ils ne le font pas. Parce que s'ils le faisaient, ils ne diraient pas ça. Et la première chose qu'ils diraient, c'est la diversité, c'est des emmerdes. Parce que la diversité, c'est des emmerdes. Quand on est différent, on ne se comprend pas. Donc quand on ne se comprend pas, il y a des crises, il y a des débats, c'est compliqué. La diversité, c'est une action, c'est pas un fait. Et moi, c'est toute la différence, c'est que je suis allé tester ça dans l'action. Et surtout dans un territoire qui ne pardonne pas. Quand tu vas te coucher, que tu es dans une tempête, quand tu confies la barre à quelqu'un, tu confies ta vie, donc tu dois avoir confiance. Tu t'en fous si c'est une personne handicapée, grande, petite, noire, blanche. C'est pas le sujet, en fait, c'est la confiance. Et c'est là où ça change tout. Moi, je suis même persuadé que c'est pas une notion de respect qu'il faut mettre en place, c'est qu'on en a besoin. On en a besoin pour être heureux et pour créer des choses différentes. Aujourd'hui, mon combat, c'est de lutter contre tous les pourvoyeurs de peur, d'individualisme. Ils sont nombreux parce que la peur et l'individualisme, ça rapporte. Et c'est facile à faire. Alors que l'envie d'aller vers l'autre, l'envie de vivre en groupe, de s'épanouir à travers les autres, ça demande beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça qu'on raconte des histoires, c'est pour ça qu'on fait des aventures, pour le démontrer toujours et encore, par l'exemple. Moi, c'est mon combat.
Et justement, pour parler de tes aventures maritimes passées, il y a eu 2 grandes aventures dans ta vie. C'est le défi intégration, il me semble, et l'aventure Kifouine, Ouais. où là, c'était des équipages mixtes. Qu'est-ce que tu en as ressorti et parce que c'était pas évident, d'après ce que tu racontes, j'ai l'impression aussi d'être à bord d'un bateau avec des personnes handicapées et d'autres valides. Enfin voilà, comment, même toi, je crois que tu as évolué aussi, ton regard a évolué. En tout cas, tu t'as admis quelques erreurs que tu avais faites dans la préparation de ces aventures. J'en ai fait plein des erreurs et je continue à en faire. Parce que à chaque fois, je choisis des chemins différents, pas pavés. Donc des erreurs, j'en fais. Et ce qui est cool, c'est qu'avec le groupe, on trouve toujours des solutions aux erreurs qu'on fait. La première aventure, Kifouine, c'était un tour du monde à la voile avec 45 jeunes adultes handicapés sur un tout petit bateau. Et ça, pour moi, ça a été une aventure initiatrice. Eric, moi, je suis versaillais, je fais une école de commerce, donc dans un milieu privilégié, protégé. Et là, je me suis retrouvé catapulté autour du monde avec des gens avec des trajectoires de vie complètement différentes de la mienne. J'ai ouvert les yeux. Quand je suis rentré, j'ai voulu justement créer une aventure qui était un record à la voile, le premier record à la voile avec des sportifs valides et handicapés, pour démontrer que la performance pouvait venir de la mixité. Et j'étais pétri de bonnes intentions. Donc la mer a fait exploser cette bien-pensance et j'ai découvert qu'en fait, non, la mixité n'est pas de source de performance. À partir du moment où on se donne les moyens et on suit une méthode bien précise, oui, ça peut être une source de richesse. Mais cette aventure a été très difficile sur le plan humain. Moi, j'ai mis 1 an à m'en remettre pour recommencer avec une autre aventure qui s'appelait Team Jolokia, qui est donc, on a recruté à bord d'un bateau de course très puissant, très rapide, des hommes et des femmes qui n'auraient pas dû être là sur le papier, que personne n'aurait pris sur le papier. Et on les a recrutés parce qu'elles pouvaient le faire, parce qu'elles avaient un fondamental commun, ces personnes, et surtout, elles avaient une différence qu'elles apportaient à l'équipe. Et on a découvert, là, à ce moment-là, que la diversité pouvait marcher à partir du moment où on partageait tous le plus important, c'est-à-dire un fondamental commun. Et je dis souvent, on se focalise beaucoup trop sur les différences visibles, alors ce qu'on devrait tous rechercher, c'est nos ressemblances invisibles. Et ça, c'est plus compliqué à faire parce que ça demande du temps, de l'énergie, puis une certaine méthode. Et c'est ça ce qui m'intéresse. C'est comment on trouve nos ressemblances invisibles. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que après toutes ces aventures maritimes, après le Vendée Globe, aujourd'hui, ton message, il est devenu un petit peu plus politique. Tu interviens dans les entreprises, tu en parlais. Tu as créé un fonds de dotation aussi. Est-ce que ça, tu peux nous raconter? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour porter ce message? Donc, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Comme un seul homme, qui porte nos aventures. L'idée, c'est d'apporter des aventures apprenantes le plus large possible pour trouver justement la méthode pour que chaque personne décide aussi, en étant un peu plus rassurée, d'aller vers l'autre, d'aller faire des choses différentes avec des gens différents. Donc, c'est ce qu'on met en place. Et il y a quelqu'un d'assez intelligent qui s'appelle Albert Einstein qui a dit que donner l'exemple n'est pas la meilleure façon d'influencer les autres, c'est la seule. Et donc, nous, l'idée de Comme un seul homme, c'est de donner des exemples, donner des exemples, donner des exemples, sans arrêt. On crée de plus en plus d'aventures pour essayer de trouver cette méthode pour tirer de la différence, de la performance. Et on le fait de plus en plus sous les feux des projecteurs, en faisant des chroniques à la télévision, des films, des aventures médiatiques. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. Et qui participe à ces aventures? Du coup, c'est ouvert à tout le monde? Comment se passe un peu le recrutement? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Nous, on recrute au fur et à mesure nos équipes, mais c'est effectivement ouvert à tout le monde. Et nous, on cherche des gens qui partagent le même fondamental que nous. Et surtout qu'ils soient les plus divers, c'est ça ce qui nous intéresse. Et parallèlement à ça, tu interviens aussi dans les entreprises pour partager aussi ce que tu as vécu, ton combat. Comment ton message il est perçu? Est-ce qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là? Enfin, tu disais justement que tu étais invité à des moments clés de l'entreprise, donc on sent qu'il y a une transformation qui se passe au niveau de ces interlocuteurs-là. Mais est-ce que dans le fond, les choses sont en train de changer? Il y a une meilleure intégration, par exemple dans la sphère professionnelle, de la différence? Il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a encore énormément de bien-pensance. Et il y a aussi un mode de voir la diversité sous un angle très anglo-saxon, qui est en fait de créer des communautés. Et ça, moi, je ne suis pas sûr que ça serve énormément. Alors évidemment, il
Évidemment, il y a des tas de communautés, de minorités qu'il faut aider, ça c'est sûr. Maintenant, dans le cadre de l'entreprise où c'est quand même un projet commun, où en fait chaque femme et homme qui rentrent dans une entreprise ou dans un groupe, ça peut être une association, ça peut être n'importe quoi, on n'est pas là pour venir avec nos spécificités. On est là pour apporter quelque chose au groupe et le servir du mieux possible avec notre singularité. Mais d'abord, c'est apporter quelque chose de commun. Moi, je travaille surtout sur cette notion de commun. Mon rêve, c'est que chaque personne se dise « Attends, dans mon groupe, dans mon équipe, si je veux être créatif, si je veux réussir, si je veux que tout le groupe soit heureux, bah, il va falloir que je définisse quel est mon fondamental et surtout que j'aille le chercher partout. Et là, on aura réussi. » Donc aujourd'hui, défendre sa chapelle, défendre sa communauté, sa minorité, je ne suis pas sûr que ça aille dans vraiment dans le bon sens. Alors, ma dernière question, on a beaucoup parlé du Vendée Globe. Quels sont tes futurs projets? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer de te voir prochainement dans un futur Vendée Globe? Alors oui, on repart sur le prochain Vendée Globe avec un projet extrêmement original, un truc qui n'a jamais été fait, un truc qui est purement humain et collectif. Ce que je peux te dire, c'est que on va transformer cette aventure qui est l'aventure la plus solitaire qui soit. Il y a aucune discipline au monde, aucune compétition au monde qui amène un homme ou une femme à aller aussi loin dans la solitude. Faut savoir qu'à des moments, pendant la course, on est encore plus loin que la station internationale, là où est Thomas Pesquet. Et aussi longtemps, 3 mois, tout seul. Et nous, on veut la transformer en une performance collective. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais... c'est un bon teaser. Ça va envoyer. Ça donne envie. Génial. Bon, écoute, bonne route à toi et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Salut Eric. Salut Marie. Vous venez d'écouter Honest, un podcast proposé par Ast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou à liker l'épisode. Merci.